Procédo est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Parcours, émission dans laquelle nous parcourons justement les trajectoires et les missions de managers de la sécurité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elisabeth Sellos-Cartel, qui est adjointe au délégué ministériel, au partenariat, aux stratégies et aux innovations de sécurité, chargée de la vidéoprotection et de la sécurité électronique. Bonjour Elisabeth. Bonsoir Alexandre. Ravi de vous recevoir sur le plateau d'A-News Sécurité. Ravi en plus de mettre en avant une femme dans Parcours, d'autant plus que vous êtes de plus en plus nombreuses à arriver dans ce... Enfin, arriver pour certaines et pour d'autres à faire votre carrière dans le milieu de la sécurité. En plus de ça, vous avez un parcours qui est atypique, on peut le dire, aussi bien dans le privé que dans le public. Et à signaler également que vous faites partie du comité de pilotage de l'Agora des directeurs de sécurité de Paris, qui réunit une fois par mois les décideurs et managers de l'univers de la sécurité. Alors, on va reprendre au début. Vous avez d'abord fait des études dans les assurances et dans le droit, on est d'accord. Votre premier métier, justement, c'était dans les assurances comme responsable service contentieux international. Puis après quelques années, dans un job plus commercial où vous pouvez mettre en avant votre sens du contact. Et pour ceux qui vous connaissent, on sait que ça fait partie de votre ADN. D'abord comme responsable d'une salle de sport à Paris. Et en parallèle, vous avez travaillé également au Figaro, donc une volonté de faire. Et puis, vous êtes convaincu d'aller vers la fonction publique par rapport à vos qualités pédagogiques et qualités d'accompagnement. Comment ça se passe, cette transformation, ce passage d'un univers à un autre? Vous passez des concours, j'imagine? Tout à fait. Je suis rentrée d'abord par un petit concours, je le dis en toute sa humilité. Et puis, j'y ai fait, je me suis fait ma place au fur et à mesure des évolutions qui sont offertes par la fonction publique, par différents concours qui vous permettent d'évoluer dans cette fonction. Alors, ce premier concours? Ce premier concours m'a permis d'intégrer la préfecture de police, où j'ai été chargée dans un premier temps de l'accueil des étrangers. Et puis, très rapidement, dans le cadre de ces fonctions, on m'a confié finalement une mission particulière qui était de m'occuper exclusivement des demandeurs d'asile territorial dans le cadre d'une procédure qui existait alors et qui n'existe plus depuis 2003. Et puis, je suis restée 4 ans à la préfecture de police. C'est ça. Et puis, j'ai eu envie d'évoluer dans d'autres fonctions. Alors, en 2003, c'est là, je crois qu'on arrive. Après ces 4 ans, vous souhaitez vous diversifier aussi. C'est exactement ça. Et vous entrez aux affaires culturelles de la ville de Paris. C'est ça, j'ai intégré la direction des affaires de la ville de Paris, où un poste était vacant pour organiser une procédure de formation continue au profit des personnels qui travaillent dans les conservatoires d'arrondissement parisiens. Professeur de musique, par exemple. Professeur de musique et professeur de danse en particulier, puisque mon passé faisait que je connaissais bien la danse et bien les problématiques des danseurs. On est loin là de l'accueil des demandeurs d'asile territoriaux que vous faisiez précédemment. En effet. J'ai vraiment baigné dans un autre univers pendant 2 ans. Ça vous a permis de vous ressourcer sur d'autres domaines, d'autres thèmes. Et justement, vous revenez un petit peu plus dans ce premier univers parce que vous passez d'autres concours brillamment, me semble-t-il. Alors, j'ai été major d'un concours administratif de la police nationale. Et donc, en tant que major, un service m'a contacté dans le cadre de ce concours pour que j'intègre le ministère de l'Intérieur. On m'a proposé de devenir le chef du fichier central des étrangers. D'accord. Alors, en quoi ça consiste exactement ? C'est un service qui collectait toutes les informations et les documentations relatives à des étrangers en situation particulière et qu'il fallait mettre à disposition des services de renseignement, de police, de gendarmerie ou même du fisc d'ailleurs, et qui donc c'est un service plus de documentation qui contenait une documentation très sensible qu'il fallait savoir conserver, tracer. Qui était donc, à l'époque une documentation papier. C'était une documentation papier, tout à fait. Et grâce justement à mon passage au sein de ce service, en fait, je vous explique très brièvement,
Au fil du temps, des fichiers étaient construits par individus qui renvoyaient à un dossier, et c'est ce dossier ce dont les gens avaient besoin. Et finalement, ces fichiers papier, ces fichiers cartonnés, prenaient une place considérable au sein du ministère Place Beauvau. Ouais. Et un jour, on m'a dit, Elisabeth, trouver une solution pour faire de la place. Et donc, on était dans les années 2003, à l'époque du début d'une numérisation qui pointait son nez. Et donc, je me suis inspirée de ces nouvelles procédures et j'ai proposé une procédure de numérisation. Et je crois que c'était la première qui arrivait au ministère de l'Intérieur. Et grâce à cette procédure de numérisation, eh bien, j'ai amené des agents qui travaillaient depuis 40 ans de la même façon à travailler différemment. Et j'ai fait gagner 400 mètres carrés, au ministère de l'Intérieur qui a transformé ces espaces en locaux, en bureaux aujourd'hui qui sont occupés par des agents qui travaillent sur d'autres choses. On parlera des nouvelles technologies un petit peu plus tard avec votre vision justement. On vous propose ensuite de rejoindre l'équipe du service du comité de pilotage stratégique du développement de la vidéoprotection, le CPSVP. Vous êtes actuellement coordinatrice de l'ensemble des acteurs, c'est ça? Alors à l'époque, effectivement, l'inspecteur général de l'administration en charge de conduire cette nouvelle politique, c'est-à-dire le développement de la vidéoprotection, qui avait audité ce service, le service auquel j'appartenais, et qui avait constaté cette numérisation qui avait apporté beaucoup, m'a proposé d'intégrer ce service qu'il allait conduire. Et donc, j'ai accepté dans un premier temps. Mon rôle, c'était de coordonner les missions des différents hauts fonctionnaires qui composaient ce comité de pilotage. Et puis, par la suite, on m'a confié des dossiers spécifiques, et notamment, dans le cadre d'une facilitation des demandes d'autorisation, j'avais proposé de construire une application informatique qui permettrait aux demandeurs d'autorisation d'envoyer leurs demandes en ligne, qui permettrait aux agents de préfecture de disposer d'un outil de gestion au quotidien et qui permettrait aux forces de sécurité intérieure de disposer d'une cartographie des installations autorisées, leur permettant de contacter les responsables pour récupérer les images en cas de fait le nécessitant. Et c'est donc un des projets que j'ai conduit dans le cadre de ce comité de pilotage qui, par la suite, a intégré d'autres structures. Mais vous, à l'époque, vous aviez des appétences pour les nouvelles technologies, pour Internet ? En fait, je n'avais pas spécialement d'appétence pour les nouvelles technologies, mais naturellement, j'apprécie de rendre lisibles, pratiques, les procédures au bénéfice du citoyen. Au sein du service public, quand j'ai intégré l'administration, pourquoi je l'ai intégré? C'est parce que j'avais envie de faire bien. Et donc, j'ai trouvé que ces outils technologiques apportaient des réponses parfois qui n'existaient pas jusqu'à présent. Et simplifie quand même beaucoup de process. Tout à fait. Et harmonise aussi les procédures sur l'ensemble du territoire. Exact. Alors, petite question personnelle. Justement, vous avez coordonné un certain nombre d'acteurs dans ces développements de stratégies, et encore aujourd'hui, dans un monde à tendance plutôt masculine. Est-ce que c'était facile, justement, d'imposer votre vue et de faire avancer le schmilblick avec ces nouvelles technologies et Internet? En toute franchise, non, pas du tout. Difficile. Pour deux raisons. On vous a mis les bâtons dans les roues. Pour deux raisons. D'une part, parce que je suis une femme qui vient d'un milieu qui n'est pas celui de la haute fonction publique. J'ai un trajet dans le privé avec des études qui ne correspondent pas à ce que font souvent comme études les hauts fonctionnaires ou certains corps qui travaillent au sein du ministère de l'Intérieur en particulier. Et puis, j'ai un tempérament par nature qui a tendance à être un peu... Je propose des choses avec parfois une espèce de, je sais pas, de naturel qui peut détonner dans un monde où une façon de faire très cadrée, précise et cadrée est attendue. Mais à chaque fois, les deux initiatives que j'ai menées là sur la numérisation, en 2005, quand j'ai proposé ce projet de numérisation, c'était quand même le début de ces technologies. Et je me souviens très bien que lorsque je parlais de ça, on me regardait en me disant « Et moi, je peux être dématérialisée,
d'un air amusé, comme si tout ça était de la fantaisie. De même que pour l'application informatique qui existe aujourd'hui au service de la vidéoprotection, je continue de m'en occuper, mais parfois, je sens bien que les gens ne se rendent pas toujours compte de ce que ça leur apporte, de ce que ça apporte en fait au service qu'ils l'utilisent. Bien sûr. Voilà. Mais finalement, vous avez cloué quelques becs, puisqu'ils se sont aperçus que c'était extrêmement utile et efficace. Tout à fait. J'ai encore des messages régulièrement. Je viens d'avoir tout à l'heure quelqu'un des services de gendarmerie qui me dit « Mais nous, cette application, il a eu un petit bug et il était très agacé parce qu'il ne pouvait pas accéder à sa cartographie. » D'accord. Donc, en fait, les gens qui l'utilisent en sont très contents. Aujourd'hui, justement, en tant que coordinatrice sur l'application nationale de gestion et mise en relation avec la préfecture, sur les cartographies des caméras autorisées sur le territoire national, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus en détail à ceux qui nous regardent ce qu'offre cette application ? Alors, elle offre d'abord un service web aux demandeurs d'installation de systèmes de vidéoprotection dans l'espace public, puisque ce sont eux qui sont réglementés et qui nécessitent une autorisation. Ça interfère directement sur un module de gestion en préfecture qui évite à l'agent de préfecture de saisir lui-même les données. D'accord. Donc, ça allège son travail. Bien sûr. Ça permet aux demandeurs également d'envoyer tous les documents associés à cette demande et donc de les avoir en ligne. Et éventuellement, quand on est bien organisé en préfecture, de projeter lors des commissions départementales l'ensemble des documents numérisés. Et ça permet donc aux services opérationnels de police et de gendarmerie de disposer d'une cartographie des installations. Par exemple, s'il se passe un accident, une agression dans telle rue, dans telle commune, le policier, le gendarme qui est compétent localement va interroger sa cartographie et par un module de recherche très, très simple, un commune, rue, il aura une cartographie qui s'affiche avec des icônes qui lui disent à cet endroit il y a une caméra et il a une bulle d'information qui lui indique les personnes à contacter pour récupérer les images. Et j'imagine que également pouvoir collecter des statistiques. Tout à fait, c'est le dernier module qui dépend justement des enregistrements en préfecture. Alors donc, vous êtes au fait des nouvelles technologies. Avant d'avoir votre point de vue sur le futur proche de ces nouvelles technologies, justement quand vous avez développé ça au début des années 2000, beaucoup de Français étaient très réfractaires. Finalement, cette évolution, elle s'est faite en douceur au vu de l'efficacité de ces nouvelles technologies qui arrivaient ? Sur l'application informatique en particulier. En fait, ceux qui étaient le plus réfractaires, c'était les agents des préfectures, qui avaient le sentiment qu'ils n'auraient plus la même analyse locale de leurs demandes. J'avoue que le public lui-même a mis du temps à accepter l'envoi en ligne, car en fait, l'envoi en ligne est pas naturel, et puis il peut y avoir des difficultés en termes de réseau, en termes d'accessibilité. L'application est ancienne, donc on rencontre toujours des difficultés en termes d'architecture qui parfois la rend peu intuitive à certains individus. Donc en fait, le fait d'envoyer en ligne un document, je vois bien qu'il y a une nette progression dans le temps qui s'est installée, puisque au début, quand l'application a été mise en ligne, la première fois, c'était le 6 mai 2009, je m'en souviens très bien. La première année, on a plafonné à 30% de demandes d'autorisation de ce type. Et l'année passée, on est arrivé à presque 50%. Donc on a franchi vraiment un cap. Et le fait de la fluidifier et de l'expliquer surtout, ça convainc les personnes de pouvoir l'utiliser. D'ailleurs, j'ai beaucoup de directeurs sécurité qui me contactent régulièrement pour une perte de mot de passe, pour un problème d'envoi de documents, pour que je les dépanne. Et je vois bien que cette fois, ça a gagné le cœur de l'envie de l'utiliser. Des utilisateurs. Alors justement, votre point de vue sur le futur des nouvelles technologies, comment vous voyez, avec tout ce dont on parle, que ce soit la reconnaissance faciale, l'IA, le développement des drones, des caméras thermiques, etc. Écoutez, on peut faire un constat, en fait, c'est que les technologies ne touchent pas que la sécurité, bien évidemment. Elles ont commencé à pointer les grandes technologies, les révolutions technologiques ont
sont nées dans les années au milieu du XVIIIe siècle. Elles se sont accélérées dans les années 1945. Et puis, ces 10 dernières années en particulier, elles ont connu une transformation permanente et continue. Et donc, on voit bien le XXIe siècle, quelles sont les technologies qui émergent en termes de sécurité. Bien, c'est la robotique. Mais la robotique, dans un sens, la question qui se pose, est-ce que c'est le robot qui va remplacer l'homme? Est-ce que c'est le robot qui peut aider l'homme? C'est une question donc à se poser. Puis il y a aussi la reconnaissance faciale, et puis qui va au-delà avec la reconnaissance du comportement, de la détection des émotions, des humeurs. Il y a les voitures téléportées, les drones aussi, automatiques. Et puis, il y a aussi d'autres technologies comme les traductions automatiques, l'impression en 3D. Donc, je dirais que dans toutes ces technologies, comme toutes les technologies qui se sont fait jour à un moment donné, on peut partir du principe qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais qu'elles ont des avantages et des inconvénients. On voit bien que dans les 10 dernières années, il y a eu des grands flops technologiques aussi. Il y a des technologies qui ne prospèrent pas. Par exemple, on voit dans la téléphonie, je ne sais plus qui, je crois que c'est l'iPhone Windows qui n'a jamais prospéré. Et puis, il y a des technologies nouvelles, enfin, grâce aux moyens de communication qui se sont développés. Je parle là des réseaux sociaux. Et je voudrais donner un exemple de cette nouvelle technologie qui a ses avantages et ses inconvénients. Initialement, ça s'est développé aux fins d'information, d'aider à la culture des personnes qui n'avaient pas accès à l'information. Et ça s'est un peu travesti, quand même. Elle se traduit aujourd'hui par des besoins de l'État d'encadrer ces réseaux en raison de ce qu'ils ont produit. C'est-à-dire que le sentiment d'anonymisation et on peut tout dire là-dessus et je suis quelqu'un parce que j'ai tout compris, parce que j'ai accès à des informations, sans analyse plus approfondie, conduit en fait à une utilisation viciée. C'est vrai. Et avec les nouvelles technologies comme la reconnaissance faciale, comme l'analyse comportementale, comme les drones, eh bien, forcément, on est obligé de faire pareil. Donc, la réglementation en France, elle a du bon, c'est ça que vous soulignez quand même aussi, pour éviter les dérives. Je pense que mes collègues juristes ont raison d'être vigilants. Et s'ils sont lents, eh bien, c'est parce que l'observation est lente et les résultats sont lents à observer, en fait. C'est passionnant. Très rapidement, je voudrais avoir votre point de vue sur l'avenir du directeur sécurité. Comment il doit évoluer, si vous pouvez nous dire ça en quelques mots. Eh bien, le directeur sécurité... c'est celui qui, au sein de l'entreprise, généralement, organise, met en œuvre, définit le plan de sécurité de l'entreprise privée ou publique, d'ailleurs, et encadre les personnels qui sont en charge de la mise en œuvre concrète de ce plan de sécurité. Je remarque que lorsqu'on va sur les sites Internet et qu'on regarde qualification du directeur sécurité, on arrive sur des fiches qui vous renvoient au responsable sécurité. Et on dit responsable sécurité, c'est celui qui coordonne avec le directeur de l'entreprise, éventuellement, le plan de sécurité de l'entreprise. Je pense que le rôle du directeur de sécurité, avec ses évolutions, du fait d'ailleurs de la délinquance multiple qui a nécessité des évolutions dans son rôle, est un peu méconnu et mériterait peut-être d'être plus reconnu au sein de l'entreprise. Alors, comment la reconnaître davantage ? Je sais que les directeurs de sécurité voudraient une régulation pour instituer leur statut dans un texte. Nous ne sommes pas forcément favorables à tout encadrer, parce que ça peut figer aussi des évolutions. En revanche, je pense que l'entreprise ou les entreprises privées ou publiques qui emploient des directeurs sécurité devraient peut-être réfléchir à une formation spécifique et à une reconnaissance plus concrète, plus spécifique du directeur sécurité, parce que si je dois faire un parallèle, par exemple, avec le directeur des achats, on voit bien qu'on va recruter un directeur des achats par rapport à ses compétences de comptabilité. Bien sûr. Le directeur sécurité, comment le recrute-t-on ? À ce stade, on ne sait pas trop. C'est moins précis en termes de... Donc je pense qu'il mérite d'évoluer et je pense que ces évolutions peuvent aboutir notamment par les partenariats concrets avec ces directeurs, via d'ailleurs les clubs comme
les clubs de directeurs sécurité, il n'y a pas que l'Agora, hein, je le signale, en toute objectivité. Ouais. Je ne peux pas me permettre de dire autre chose, comprenez-le bien. Et donc, grâce à ces différents partenariats qui peuvent être mis en place, eh bien, je pense que ça peut asseoir le directeur sécurité dans un rôle comme étant l'homme de contact ou la femme de contact des autorités, d'ailleurs dans le cadre d'un continuum qui est le sujet du jour. Voilà. Important. Merci Elisabeth Sellos-Cartel. Je tiens à souligner que vous êtes décorée de la médaille de la sécurité intérieure en raison justement de votre implication dans le domaine du développement de la vidéoprotection et de la mise en œuvre d'une application dédiée. Merci beaucoup. Merci à Benjamin Souhaité, à la réalisation et à la Dream Team Agora, à la production de cette émission. À très vite pour découvrir ensemble un nouveau parcours. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Procedo a été heureux de vous présenter Parcours.